Imaginez un instant que les choses tournent mal et que vous deviez quitter votre domicile à la hâte en n'emportant que ce que vous êtes capable de porter, c'est-à-dire quelques affaires et un peu d'argent, et que vous deviez faire un long voyage périlleux et épuisant pour vous mettre à l'abri dans un pays voisin. Imaginez que vous avez vécu une tragédie et qu'en plus, vous vous retrouvez sans nouvelles de vos proches, dans l'inquiétude et l'incertitude d'une situation que vous pensiez provisoire, mais qui se met à durer. Vous vous retrouvez dans la promiscuité avec des inconnus, dont certains sont solidaires, mais d'autres égoïstes, voire même dangereux. C'est ce que vivent des gens comme vous et moi, près d'ici, dans des centres et des abris. Pour aller au-delà de la méfiance, de la peur de déranger ou de la peur tout court, Muriel Reichenbach et Sophie Gabu nous montrent comment vivent ces personnes qui cherchent refuge et protection dans des pays en paix comme la Suisse. Pour la plupart, ces gens ont beaucoup marché. Ils ont tous des douleurs dans le dos. On voit des gens très abîmés qui ont des blessures au niveau des chevilles, des orteils. Ce sont des personnes aussi qui peuvent avoir des blessures qui soient physiques dues à la guerre, des impacts de balles, des plaies qui ne soient pas soignées. La santé mentale de ces personnes sont le produit, dans le fond, de 3 moments différents. C'est ce qu'ils étaient en termes de santé mentale dans leur pays d'origine, ce qu'ils sont devenus durant le parcours migratoire et ce qu'ils ont continué à devenir dans le pays hôte. Le fait qu'il y ait autant de problèmes de santé mentale nous montre à quel point on est face à une tragédie. C'est de ça dont on parle. J'attends, c'est la crise des réfugiés, c'est quelque chose de dramatique pour l'ensemble de ces personnes. N'importe qui vit un trauma, quel qu'il soit, son premier besoin, c'est que ce trauma soit reconnu, il soit nommé, il soit réel pour l'autre. Donc ça, je dirais, c'est la première étape, je dirais, du processus de guérison, en tout cas de cicatrisation psychique. Fin 2015, dans le monde, une personne sur 122 a été forcée de quitter son foyer. 1 400 000 personnes ont déposé une demande d'asile en Europe. 3% de ces demandes concernent la Suisse. En provenance principalement de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, d'Érythrée, nombre de ces personnes sont aujourd'hui chez nous et attendent d'être fixées sur leur sort. Laurence Kern est médecin généraliste. 2 fois par semaine, elle quitte son cabinet du Bouvray pour le village d'à côté, Saint-Gingolph, où elle consulte dans un centre de candidats à l'asile, un foyer de premier accueil. Ici, on est dans un cabinet médical que les réfugiés ont contribué à établir, puisqu'ils ont participé à l'infrastructure, ils ont construit des murs, ils ont construit un faux plafond, ils nous ont fait un bureau, des placards. Donc ils se sont vraiment beaucoup investis pour avoir ce lieu qui leur est dédié. Nous, on a amené du matériel médical, une table d'examen adaptée. Avant, on a commencé par consulter ici sur un canapé. Voilà, c'était un petit peu... on se débrouillait comme on pouvait. Merci, installez-vous. Voilà, donc on se revoit aujourd'hui. Oui. Donc il a eu cet impact de balle il y a 2 ans. Il n'y a pas eu de traitement véritablement digne de ce nom à ce moment-là. Depuis, il traîne avec ses impacts de balle dans sa hanche. Ça a entraîné une bascule de son bassin. Il a une différence, j'ai mesuré l'autre jour, entre les 2 jambes qui fait 6 cm. Au départ, ils viennent pour parler de leur corps qui a souffert, leur corps qui a réussi à les transférer dans un lieu sécure. C'est le seul élément fixe qui témoigne de leur errance, de leur parcours. Et ce corps, il arrive relativement fatigué quand même. Alors, il faut qu'il me dise si je lui fais mal quand j'appuie. Est-ce qu'il peut simplement un tout petit peu plier le genou, là? Voilà, donc la physio, elle va travailler sur la récupération de ce muscle-là, ce qu'il y a là. Des corps fatigués qui retrouvent ici un peu de repos, en collectivité. Pendant plusieurs mois,
Des familles, des femmes et des hommes seuls cohabitent dans ce foyer en attendant de savoir s'ils pourront obtenir l'asile. L'entretien et le service du centre sont principalement assurés par les requérants eux-mêmes. Après le conflit et la fuite, c'est un semblant de vie normale qui recommence. Mais le répit est tout relatif. Entrez, bonjour. Voilà, et puis le petit papier là. Merci. Elle mange, elle remange un petit peu plus parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Elle avait perdu près de 15 kilos depuis qu'elle est arrivée ici en décembre. Je vais forcer pour manger, sinon j'arrive pas à manger. Cette dame, elle est ici. Elle a, depuis quelques mois, elle a des enfants. Elle a certaines de ses filles qui sont restées en Turquie, dont elle a plus ou moins de nouvelles. C'est des parcours très violents, en fait, d'être déracinée comme ça, d'arriver, même s'il y a un logis, si elle est chauffée, logée, nourrie, ça fait pas tout quand même, loin de là. Moi, je l'ai pas vue depuis un mois. Je trouve qu'elle est quand même mieux sur le plan physique. Enfin, elle est moins fermée, elle est moins... elle discute un petit peu plus. Enfin, elle se sent comment, elle? Un peu mieux depuis qu'elle va faire les entretiens de thérapie. Elle dit depuis que je vais chez le psychologue, elle dit je vais mieux parce qu'il a donné les médicaments pour un peu reposer, pour dormir, mais il dit quand même je suis pas vraiment le biais tout ça. D'accord. Ce sont les maladies psychiques qui sont le plus fréquemment diagnostiquées. Javier Bartolomé travaille depuis de nombreuses années au contact de requérants d'asile. Est-ce que M. Ngo est arrivé? Il est responsable de la psychiatrie transculturelle des HUG. Avant qu'ils soient confrontés à des facteurs de stress dans leur pays d'origine, avant qu'un conflit n'éclate ou qu'ils soient victimes de persécutions, c'est des gens qui sont souvent en bonne santé mentale et psychologique, qui n'ont pas, pour la plupart, des antécédents psychiatriques ou des antécédents d'épisodes traumatiques. Le problème, c'est que quand ils vivent ces événements traumatiques, bombardements, détentions, privations de contact avec leurs proches, etc., ce sont des événements qui sont fragilisants pour eux, et là, leur santé mentale commence à se détériorer. Même constat du côté des médecins du Centre de population vulnérable de la PMU de Lausanne. Le syndrome de stress post-traumatique est un grand classique dans le cadre de ce type de prise en charge. Ensuite de ça, je dirais à la faveur du parcours migratoire, mais aussi de ce que ces gens-là étaient dans leur pays, ce qu'ils ne sont plus dans le pays qui les accueille, les possibilités ou l'absence de possibilités du pays d'accueil, tout ceci fait que ça a un impact à court, moyen ou long terme sur l'état de santé de ces personnes, en termes de santé mentale en particulier. Pour exprimer ces fragilités, l'interprète est incontournable. Nazabé Afkami travaille sur appel, en milieu médical ou en foyer. Elle est interprète communautaire. Avec elle, nous rencontrons une jeune femme kurde de confession yézidi. Hadar a 20 ans. Elle a dû fuir l'Irak et laisser ses parents trop faibles dans un village à la frontière. Elle nous explique pourquoi elle souhaite témoigner à visage caché. Elle a peur des Daesh. Elle ne veut pas qu'on la reconnaisse, que les Daesh savent où elle est et on la retrouve. Aujourd'hui, comment elle se sent? Elle est très peur des hommes, puis elle est très mal avec ça.
Quand elle voit des hommes, et puis quand on voit des hommes qui la regardent, tout de suite, elle pense qu'ils vont faire exactement ce qu'elle a vu en Irak par les Daesh. Ce que Madame veut dire, c'est vraiment ils ont tué des enfants, les personnes vulnérables, les personnes âgées, ils urinaient sur les personnes âgées et après ils leur donnaient à boire et puis après ils égorgeaient ces personnes âgées. Ce qu'il faisait aussi, c'était très rude. Devant les parents et les frères, il prenait les filles et puis il les violait. Et il égorgeait aussi les garçons de la famille. Donc elle a vu ce qu'elle nous a décrit ou on lui a raconté en fait? Alors, dans le village, il y avait beaucoup de personnes. Alors, une partie est tombée dans les mains de Daesh et une partie pas. Mais elle a vu avec ses propres yeux. Qu'est-ce qu'elle souhaite le plus au monde aujourd'hui? تتشكي زادة حاسدة كايرو تتشكي دخازي هبت. Elle veut que ses parents viennent ici. Si Nazabé et son mari Abdullah peuvent si bien traduire la souffrance de nombreux réfugiés, c'est parce qu'ils ont eux aussi connu l'exil. Kurdes d'origine, le couple a fui l'Iran en raison de l'engagement politique d'Abdullah. Moi, je suis arrivée à l'âge de 17 ans à peu près en Suisse, mais pendant les 8 premières années, j'ai souffert. Je pense que je ne me souviens pas une nuit d'avoir dormi sans avoir pleuré. Donc, c'était tellement difficile. J'avais un but, je faisais ma formation, je m'occupais de mes enfants, mais je me sentais comme une étrangère. On a tellement souffert aussi dans notre pays par rapport à tout ce qui s'est passé. On veut que tout le monde reconnaisse notre souffrance, mais malheureusement, c'est pas comme ça et ça se fait pas comme ça. Ça a duré 8 ans et d'un coup, je suis sortie de cette dépression, de cette nostalgie et je me suis sentie chez moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on part et puis quand je reviens vers l'autoroute Centrifon, la sortie vers ici, je me sens comme chez moi. Si Nazabé et les siens ont finalement pu reconstruire une vie en Suisse, pour les familles du foyer de Saint-Gingolph, l'heure est encore à l'incertitude. L'impossibilité de se projeter dans l'avenir, ajoutée à l'inquiétude pour ses 2 filles aînées restées en Turquie, ont fait sombrer Dounia, kurde d'Irak, dans la dépression. Par crainte de représailles pour sa famille restée sur place, Dounia nous parle à visage caché. Nazabé est à nouveau notre interprète. Comment aujourd'hui elle se sent, elle fonctionne avec ses enfants? أنا والله هندا جرادي كرميت بهنا كده القلم آخفتن دهر جزيك الدودو ما هو جهاجي ما هو جهاي القلم تأخفت ما هو جهاي تشد بيش تعمل بس أسنديتي ما أسناشم جوبوي بدن. Elle dit qu'aujourd'hui, des fois, quand son enfant il vient lui parler, elle appelle maman, maman. Madame dit, je suis consciente qu'il me parle, mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas répondre. C'est un sentiment d'épuisement. Ce mari l'aide beaucoup et sans lui, je ne peux pas m'occuper des enfants. Malgré un programme d'occupation mis en place par le foyer, l'attente d'être fixée sur son sort est omniprésente. Saint-Gingolph, la fin de l'exil pour certains, pour d'autres, l'expulsion et l'échec de tout un projet migratoire. C'est très difficile. Elle attend tous les jours, jour et nuit, de recevoir une réponse. Le samedi et dimanche, comme il n'y a pas... C'est fermé les administrations. Donc de courrier, elle se sent beaucoup plus triste que la semaine. Très souvent, l'attente est longue
et place les gens dans une incertitude. Et puis l'incertitude fait que ça a un impact sur la santé mentale en particulier. Et puis ça a aussi un impact sur quelque chose qui est un peu parallèle, c'est la prise de risque. On sait que souvent les migrants forcés, donc en l'occurrence les requérants d'asile, sont à risque de prendre des risques. Et c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire que si rien ne se passe, s'ils ne reçoivent pas de réponse, mais qu'ils n'ont pas non plus de possibilité d'avoir des activités, et notamment de travailler, ces gens commencent à prendre des risques. Ça peut être le tabagisme, ça peut être l'alcool, ça peut être en termes d'intimité. Bref, des risques par rapport à leur santé. Et ceci a aussi un impact sur leur santé globale, et en particulier leur santé mentale. Elle est très malade, elle se sent très mal et triste, et des fois elle dit que j'ai l'impression que je m'étouffe, je suis en train d'étouffer. Elle dit que des fois elle a tellement envie de crier, elle se sent tellement mal. Et l'autre jour, elle s'est sentie tellement mal. Elle dit que si je connaissais un endroit pour me sauter, pour me jeter, j'allais le faire. Mais j'avais peur que l'acte ne soit pas réussi. Même si tout est à recommencer loin de son pays, obtenir le statut de réfugié est une étape cruciale. Ni plus ni moins que la promesse d'un avenir possible. De nombreuses études scientifiques montrent à quel point le fait d'être en couple, en famille, d'avoir un solide réseau social a un impact positif sur la santé. Malheureusement, en Suisse, la prévention est négligée dans tous les domaines, y compris dans la prévention des risques psycho-affectifs et sociaux. Une société moderne, civilisée, évoluée devrait porter une attention particulière aux personnes vulnérables, isolées et à celles qui ont subi des traumatismes. C'est une manière peu coûteuse et efficace d'augmenter le bien-être général. Mais en dépit de tout ce que l'on sait, on ne le fait pas. La prévention est un domaine négligé, à l'abandon. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la santé pour soigner et faire du bien. Sans angélisme, voici une histoire parmi d'autres de citoyens qui sont allés à la rencontre de leurs voisins. Des voisins qui cumulent tout ce qui inquiète. Ce sont des hommes jeunes, célibataires, qui parlent des langues inconnues et dont certains sont musulmans. Voici les 3 choses qui me restent de ma vie d'avant. Quand j'ai quitté mon pays, j'avais plus de choses. Mais voilà ce que j'ai réussi à garder. Un collier, une montre et ce short de foot. Ce fil et cette aiguille, c'est ma mère qui me les a donnés quand je suis parti de chez moi. Cette chemise, je la portais quand j'ai traversé la mer en bateau. Elle était trempée. Et la bague, c'est un souvenir de mon pays. Le voyage que j'ai fait, c'est 95% de chances de mourir et 5% de chances de survivre. Ils sont afghans, kurdes, irakiens, iraniens, mais aussi sri-lankais, géorgiens, bangladais ou guinéens. En tout, 17 nationalités cohabitent ici. Ces candidats à l'asile, de 26 ans en moyenne, sont logés en abri de protection civile pour plusieurs mois. En mai dernier, une 50aine d'hommes célibataires se partageaient les 3 dortoirs de l'abri PC de Beauvais, dans le canton de Neuchâtel. À son ouverture aux migrants en janvier 2016, l'abri n'avait ni télévision ni Wi-Fi. Les programmes d'occupation étaient inexistants. Sari est maçon, Hajar informaticien. Ils viennent tous deux d'Afghanistan. Pour tromper l'attente et l'anxiété qu'elle génère,
Sari et Hajar se rendent chaque jour dans une maison voisine. À l'inquiétude que peut susciter l'arrivée de dizaines de migrants dans leur village, la famille Harapian a préféré la rencontre. Bonjour Madame Moria. On savait qu'il y avait des réfugiés qui étaient là, donc on s'est dit on va aller les accueillir avec un cake. Ils étaient là, 3 réfugiés paumés, enfermés, pas de fenêtre. On leur a demandé s'ils avaient Internet, pas d'Internet, pas de télévision, rien du tout. Puis Armand et moi, on s'est regardés, on s'est dit mais on peut pas les laisser comme ça. Alors aujourd'hui, la leçon, c'est caractériser. Qui a travaillé? Oui. Qui a travaillé, oui, très bien. Bien sûr. Tu l'as lu avec... Après avoir mis à disposition leur salon et un accès Wi-Fi, le couple Harapian a rapidement improvisé des leçons de français à l'aide de méthodes trouvées sur le net. Voilà. Ça faisait 3 jours que j'avais été transféré dans cet abri. Je déprimais. J'avais l'ennui de mon pays et de ma famille. Armand est arrivé. Il nous a donné les clés de sa maison. Un jour, nous sommes venus. Il n'y avait personne. Madame Muriel n'était pas là non plus. Il y avait un mot qui disait « L'ordinateur est là. Et dans la cuisine, il y a du café et du thé. Vous pouvez vous servir. Bonne journée. » Le couteau à fromage dur, tu fais dingue comme ça. Qui c'est qui veut du gruyère? Tu veux pas de gruyère? Voilà, du gruyère. Voilà. On met le truc dans la bouche. Merci. Je sais pas, ça nous... Bah, c'est des belles rencontres. Et puis, mais c'est aussi beaucoup de soucis parce que, en fait, la seule chose qu'ils attendent vraiment, on peut pas la leur donner, c'est-à-dire leur dire tu peux rester en Suisse. Ils nous le demandent. Souvent, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire pour être admis? Puis je leur dis en fait, tu peux rien faire. Rien faire. Soit poli, soit. Sois gentil, tout ça, mais c'est pas parce que tu es gentil que tu seras accepté. Voilà. Comment ça s'appelle ça? Faire la bouche. Non, un tire-bouchon. Tire-bouchon. D'où tu connais ce mot, toi? Tire-bouchon. Tire-bouchon. Oh, le beau bruit. Oh, que c'est beau. Vous voulez goûter du vin? Non. Non, vous voulez pas goûter du vin? Moi, je suis Marseillais. Je suis fils de survivants du génocide arménien. Mon père est arrivé à Marseille dans le même état qu'eux, c'est-à-dire avec rien. Et moi, j'ai trouvé tout naturel que quand je vois des personnes dans le même état que mes parents, quand ils sont arrivés en France, c'est normal que je fasse la même chose moi aussi. Cette famille nous a mis à disposition un endroit où l'on peut rester. C'est une aide vraiment immense. Sans cette aide, nous n'aurions jamais supporté de rester dans l'abri. Et il y a les cours de français qui structurent aussi nos journées. Pour remercier la famille Harapian de leur hospitalité, les résidents de l'abri ont pris l'habitude de cuisiner pour eux. On achète du poulet? Du poulet? Au moment des courses, c'est au tour d'Armand d'apprendre quelques notions de kurde et de farsi. Comment on dit carotte? Quoi? Haouich. Oui, oui. Haouich. Zardak afghan, ça c'est kurde. 462. On nous dit souvent qu'on leur donne de faux espoirs. C'est pas vrai. Ces personnes-là, je leur dis non, c'est faux. C'est les Afghans qui viennent ici, qui ont entre 20 et 30 ans. Ils ont toujours connu la guerre. Il y en a un qui nous a dit, ça fait 4 mois que je suis en Suisse, 4 mois qu'il n'y a pas de guerre, c'est la première fois de ma vie. C'est extraordinaire. C'est bon? C'est bon. Menthe. Tu veux de la menthe? Oh, Saki, بجد تشيز میخوای نعنا میخوای؟ نعنا گشنیش مانت؟ مانت؟ Yes.
Gajnish. C'est quoi gajnish? Coriandre. Coriandre, j'ai de la coriandre. Bonjour. Parmi les invités ce soir, Ohu. Voilà une spécialité iranienne. D'origine iranienne, Ohu va servir d'interprète à la tablée. Le couple Harapian et leurs hôtes vont enfin pouvoir communiquer. Bon appétit. Bon appétit. Et befermoit. Alors, on va chercher de l'eau. Tu veux du riz? خیلی احساس خوبی داریم. غذایی که با دست خودمون میپزیم و میخوریم و با کسای دیگه. Il est très content parce que non seulement qu'il a cette possibilité de cuisiner et de faire des plats qu'il ne peut pas faire autrement, mais pour lui, le plus important, c'est de faire goûter à Muriel et Armand des plats qu'eux, ils ne connaissent pas. Et il rajoute qu'entre la cuisine faite par un homme et cuisine faite par une femme, il y a une grande différence. احترامی که مثلا باشه باید ما شخصا خود ما احترام خیلی قائل هستیم کلی بچه‌ها بنیمی. Il a gros sur le cœur parce qu'il ne peut pas vous dire qu'il vous aime. Parce qu'il aimerait rentrer et vous dire d'où c'est Undaram. D'où c'est Undaram, ça veut dire je vous aime. Et il dit que vous le comprenez bien parce qu'un jour il est arrivé, il n'était pas bien, il ne vous a pas dit, mais en fait il avait fait un cauchemar. Et il ressentait le besoin d'appeler à la maison pour savoir si tout le monde allait bien. Et il dit que quand il te voit et que tu souris, lui, il trouve une sorte de paix intérieure qui lui manque souvent. Et il aimerait aussi remercier les gens de Beauvais qui lui disent bonjour, qui l'accueillent et qui se sentent bien ici. Il aimerait bien pouvoir aussi vivre ici. J'espère que tu pourras vivre ici. Merci. Donne-moi un peu d'eau, allez. On partage quoi? On partage un peu de notre chauffage. On partage nos fenêtres. On a des fenêtres ouvertes, on a la lune. C'est ça qu'on partage. On partage un peu d'eau chaude. On partage un peu de... Voilà, on leur a donné une chaise. Une connexion Internet. De toute façon, c'est connecté toute la journée. Oui. Qu'est-ce qu'on leur donne? Rien, un sourire. Et voilà, on leur donne un sourire. سلطان قلبم تو هستی تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی شکستی پیمان یاری تو بر من تو بستی پیمان یاری اکنون که من از دورم به هر جا سرشارم و آرزو و تمنا سرشارم و آرزو و تمنا یک دل میگه برم برم یک دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم. Des histoires comme celle-ci, il y en a de nombreuses, depuis des initiatives les plus modestes jusqu'à ces citoyens qui hébergent des réfugiés chez eux. C'est la multiplication de ces contacts informels que l'on ne peut ni organiser de manière étatique, ni financer, ni encadrer, qui vont faire la différence. La différence entre sombrer dans la dépression, l'abus de substances, la délinquance, ou au contraire devenir résilient, s'acclimater à la culture locale, guérir de ses blessures physiques et psychiques. Ces personnes qui s'inquiètent du sort des réfugiés migrants, ce sont aussi celles qui se soucient des Suisses âgés, isolés, malades ou qui vivent dans la pauvreté. Exactement les mêmes personnes. Des anonymes qui rendent le monde un peu moins désespérant. Tout ceci n'est pas anecdotique, c'est incroyablement important. Ce n'est pas parce qu'une action n'est pas directement biologique ou médicale qu'elle n'a pas un impact puissant sur la santé.